Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour le point lecture de ce mois de septembre 2023. Et au programme du jour, ce sont 7 livres que je vais vous présenter. On aura d'abord La couleur des sentiments de Catherine Stockett aux éditions Actes Sud, puis As de pique de Farida Abike Iyimide, si je le dis bien, publié par De Saxius, Chinoise de Xinran et aux éditions Piquet dans leur collection poche, le très chouette L'Engrange-Temps de Nell Pfeiffer, je sais pas si je le dis bien, désolée, aux éditions Hachette, puis le fameux Hadès et Perséphone, le premier tome de Scarlett Sinclair aux éditions Hugo Roman, dans la version poche. L'Enragé de Sorge Chalandon aux éditions Grasset, que j'ai lu en numérique. Et enfin, Ce royaume tissé de Tahereh Mafi aux éditions De Saxius, qui est juste magnifique. Et sans plus tarder, je vais commencer la présentation. Le premier livre dont je vais vous parler, c'est du coup La couleur des sentiments de Catherine Stockett, qui a été pour moi une très chouette lecture. Pour ce qui est de l'intrigue, on se retrouve au Mississippi et plus précisément en 1962, alors que l'Amérique est encore très imprégnée par le racisme et les ségrégations raciales. Dans ce cadre-là, la plupart du temps, ce sont les femmes noires américaines qui vont devoir s'occuper de tout ce qui est cuisine, tâches ménagères et également élever les enfants de leur patron et patrons, sans avoir bien entendu beaucoup de reconnaissance de la part aussi bien des patrons que de la progéniture en devenir qui, une fois grand ou grande, finit généralement par adopter les mêmes comportements que leurs parents. Au sein de cet environnement pas toujours très agréable, vous vous en doutez, on va suivre plusieurs personnages, dont 2 femmes noires américaines, Minnie et Abeline, qui sont donc deux femmes à tout faire en fait chez différentes personnalités de la bourgeoisie locale. Mais on va suivre également Miss Skeeter, qui est une jeune femme pour le coup blanche, qui elle est passionnée par le journalisme, par l'écriture. Elle souhaite devenir une grande écrivaine, une journaliste reconnue, et en fait elle va tout simplement se passionner plus ou moins pour la situation de ces femmes noires américaines exploitées et va décider d'écrire un livre regroupant les témoignages de plusieurs d'entre elles. Évidemment, cette idée n'est pas accueillie aussi bien dans une communauté que dans l'autre, avec beaucoup de joie, vous vous en doutez évidemment. Et tout le livre va retracer un peu le parcours de ces 3 femmes et le parcours de ce fameux projet. Comme je le disais, c'est un livre que j'ai beaucoup apprécié, bien que j'avoue, il y a eu quelques longueurs au niveau aussi bien de description que de l'action, qui va plutôt s'attaquer au quotidien. Et ces passages-là parfois sont un peu pénibles à lire dans le sens où on voudrait nous en tant que lecteurs voir le projet avancer, découvrir plus profondément les personnages, et on est un peu coincé dans cette situation qui n'avance pas. Heureusement, c'est pas l'essentiel du roman, il y a juste quelques passages où ça peut être redondant, surtout que c'est généralement les mêmes tâches qui reviennent. Pour autant, ça n'enlève rien à la beauté générale du texte, à sa puissance et à la force de chacun des personnages qu'on va suivre. Donc comme je l'ai dit, on va suivre principalement ces 3 personnages là, donc Skeeter, Minnie et Abeline, et elles sont toutes les 3 terriblement attachantes, chacune à leur façon. On va voir Skeeter qui elle est un peu éprise de justice, elle veut vivre son rêve de journaliste à fond et elle tâte un peu le terrain, elle voit bien qu'il y a des choses qu'elle ne soupçonne pas, des violences qu'elle ne soupçonne pas. Elle va même tomber de haut du côté de sa famille, puisque sa famille embauche également des noirs américains pour faire le sale travail entre guillemets. Minnie, c'est un peu la femme brute de décoffrage qui dit tout haut ce qu'elle pense tout bas et ce que tout le monde pense tout bas, mais qui s'attire du coup pas mal d'ennuis. Et Abeline, c'est un peu la force tranquille, celle qui est un peu plus terre à terre dans ce projet là, qui est touchée par l'intérêt que Skeeter lui montre, qui veut éviter à Minnie des ennuis terribles qui pourraient la guetter, et qui fait un peu office de passerelle entre les deux femmes. Mais vraiment, c'est très chouette. Enfin, chacune a son passé, chacune a son caractère propre, et on prend vraiment plaisir à découvrir chacune de ces 3 femmes. Et vraiment, ce qui m'a énormément plu dans ce roman, c'est le fait de voir, avec un certain recul de lecteur, les pièces se mettre petit à petit en place sur l'échiquier, les avancées même, les actions se mettre en place, et nous d'observer la scène avec ce petit recul jusqu'à ce que environ 200 pages avant la fin, en fait tout bascule, et voilà tout ce qu'on avait pressenti en
en tant que lecteur finalement se produit. Les personnages sont entraînés un peu dans une course folle et avec des dangers qui les guettent quand même de façon plutôt, comment dire, insistante. Mais voilà, c'est vraiment le genre de roman qui fait pas du bien à lire mais qui est très plaisant à lire, qui se lit tout seul malgré des thématiques comme le racisme, l'exploitation, la famille, l'amour, l'ambition, enfin bref plein de thématiques comme ça qui sont super sympas mais qui peuvent être relativement lourdes à traiter si elles ne sont pas bien emparées par l'auteur ou l'autrice. Et là vraiment l'autrice s'en sort super bien et finit même son roman de façon très, comment dire, satisfaisante, enfin avec une conclusion très symbolique à la hauteur de l'ensemble du roman. Et c'est vrai que parfois certaines fins peuvent être un peu casse-gueule, là c'est pas du tout le cas. Donc vraiment si vous voulez une lecture qui marque, qui est intelligente, qui propose des super personnages, très plaisant à lire, et bien foncez. Le prochain roman dont je vais vous parler c'est As de pique aux éditions de Saxus. Je ferai pas l'affront de redire mal le nom de l'autrice, je suis désolée par avance, j'ai dû l'écorcher. Pour ce qui est de l'histoire, on va suivre Devon et Shimaka principalement. En fait ce sont deux jeunes étudiants noirs américains, on est sur une continuité avec le précédent livre, mais voilà, deux étudiants noirs américains qui intègrent une prestigieuse université. De mémoire là ils font leur rentrée en terminale, donc c'est la dernière ligne droite, et pourtant elle sera plutôt semée d'embûches. C'est-à-dire que les deux étudiants vont petit à petit être la cible d'un harcèlement par un mystérieux inconnu qui se fait appeler As et qui en fait va délivrer plusieurs de leurs secrets, parfois des secrets qu'ils auraient préféré garder cachés, et les exposer à des dangers, à un rejet total de la part de leurs camarades et compliquer toute leur scolarité de manière générale. Évidemment Devon et Shimaka, même s'ils s'entendent pas des masses au début, vont pas avoir d'autre choix que de s'allier pour tenter de comprendre ce qui se passe et vont tomber de très très haut, vraiment. Alors vous avez au début du roman une note de l'autrice que je vous invite vivement à lire parce que c'est le genre de note où l'auteur va prendre le temps de vraiment poser toutes les intentions qui sont derrière le livre, et ici il y en a vraiment pas mal, c'est vraiment un roman engagé, plus une contextualisation de l'écriture qui va également avoir une grande influence ici. Donc vraiment je vous invite à prendre le temps, même si c'est pas la partie la plus passionnante du roman, à vous pencher sur cette note d'autrice qui mérite d'être lue. Pour moi ce livre ça a été une très très belle lecture, une claque même, parce que du début à la fin j'ai été embarquée, j'ai été surprise de bout en bout. Je m'attendais pas du tout à une telle profondeur en fait au niveau de l'histoire. Le résumé de la 4e de couverture et mon résumé sont volontairement en fait survolés par rapport à la richesse de l'intrigue et des thématiques qui sont abordées. On va avoir vraiment le genre d'intrigue où c'est imprévisible, enfin même en vous lançant avec quelques clés en main, vous pouvez pas trop savoir comment ça va se terminer, comment les éléments vont s'emboîter les uns dans les autres, et il y a vraiment énormément de mystères, de rebondissements de tous les côtés, des fausses pistes également qui vont vraiment nous berner de bout en bout. Et ouais, et personnellement je l'ai lu en une journée tellement c'était génial, tellement je voulais avoir le fin mot de l'histoire. C'est en un seul tome et c'est le genre de livre où on aimerait avoir 15 000 tomes tellement c'est très très bien écrit, tellement c'est innovant et en même temps super intelligent et engagé parce que on va traiter de sujets encore d'actualité tels que le racisme, mais également un fait de société beaucoup plus sombre que là pour le coup je ne peux pas vous dévoiler sinon je risque d'en dire trop, mais qui est malheureusement encore partie intégrante de la société américaine, mais pas que. Et en plus de ça, on va avoir une palette de personnages très intéressante qui va vraiment permettre d'aborder toutes ces thématiques avec beaucoup de brio, enfin de naturel. En fait, les thématiques sont abordées l'air de rien par tous ces personnages qui apportent tous quelque chose à l'intrigue, qui sont vraiment, comment dire, diversifiés. On a vraiment de tout. En termes de représentation, on a des personnages LGBT, QIA+, on a des personnalités noires américaines, on a des personnes blanches, on a un peu de tout en fait. C'est vraiment une palette hyper riche qui va permettre de mettre le doigt là où ça fait mal. Et ouais, vraiment ça a été un très gros coup de cœur. C'est typiquement le genre de lecture qui, une fois que vous le refermez, ça vous travaille encore longtemps parce que vous mesurez l'ampleur de la situation et vous comprenez que ça a un écho dans la réalité et c'est encore plus glaçant. Vraiment, je vous le recommande
à fond. Le prochain roman, c'est Chinoise de Xinran aux éditions Pic et Poche. Là, je retrouve une autrice que j'aime énormément et dans celui-ci tout simplement, elle va prendre le temps de parler de son expérience et notamment de son expérience en tant que journaliste à la radio où elle anime une émission en fait qui va parler de la femme chinoise et la mettre vraiment au centre de témoignages, de débats sur sa place dans la société de manière générale. En gros, le truc c'est qu'elle va être confrontée à vraiment des situations très disparates, à des violences parfois même, qui vont profondément la marquer et parallèlement à ces émissions où elle va mener des enquêtes un peu plus approfondies parfois parce qu'elle est vraiment touchée ou concernée par l'histoire, on va avoir son parcours personnel qui se déploie mais vraiment en toile de fond quoi. Le sujet principal c'est chacune de ces situations de femmes qui illustrent un peu le quotidien de la femme chinoise. Vraiment une pépite. Après j'avoue que si j'avais commencé par celui-ci, je pense pas que j'aurais autant apprécié de lire l'ensemble de l'œuvre de Xinran. C'est-à-dire que je le trouve beaucoup moins accessible que certains autres de ses textes. Alors beaucoup moins accessible. Après on peut commencer par celui-ci, hein. Il est vraiment très représentatif de son écriture, de sa façon de traiter le sujet avec des chapitres pour chaque cas, etc. Mais oui, je trouvais que c'est pas mon préféré de l'autrice. Et je pense que voilà, j'aurais été peut-être un peu déçue de commencer par celui-ci ou pas, je sais pas. En tout cas, c'est pas celui qui a le plus retenu mon attention parmi tous ces livres. Pour autant, il est super bien écrit, il est très prenant. Chaque chapitre va parler d'une femme et d'une situation plus largement, avec un côté très journalistique, avec cette dimension très personnelle également, qui va rendre le propos vraiment très accessible, avec des pointes parfois de rappel historique sur l'histoire de la Chine et son évolution. Et c'est vraiment abordable. Vous pouvez y aller les yeux fermés même si vous n'y connaissez rien en histoire de la Chine. J'ai trouvé que dans celui-ci il y avait du coup cette dimension personnelle qui transparaît beaucoup plus que dans ses autres romans parce qu'à chaque fois elle fait un parallèle avec sa situation d'une façon ou d'une autre, de façon plus approfondie ou pas, enfin ça dépend vraiment des chapitres et des situations, mais elle revient souvent sur son parcours à elle. Alors c'est super parce que du coup on apprend à la connaître davantage et à apprendre son parcours qui est plutôt rocambolesque et riche également. Donc vraiment c'est une dimension qui m'a beaucoup plu. Et évidemment au niveau des thématiques on est sur le genre de roman engagé qui va nous parler donc de la place de la femme dans la société, de l'évolution et de l'histoire de la société chinoise, de ce que c'est que l'amour, la famille, le travail également, toujours sous le prisme de la place de la femme. Donc vraiment un très très chouette roman. C'est vraiment le genre de lecture qui marque et puis moi j'ai été séduite du début à la fin donc j'aime toujours autant l'autrice et je vous invite vraiment à la lire si ça vous tente. Le prochain roman c'est donc le livre numérique L'Enragé de Sorge Chalandon aux éditions Grasset et qui va traiter d'un fait historique, d'une réalité, puisqu'on va nous parler plus particulièrement d'une nuit très connue, le 27 août 1934 sur Belle-Île-en-Mer, où en fait plusieurs enfants vont s'évader d'un pensionnat, d'un centre de détention pour mineurs. Et en fait tous ces enfants se révoltent par rapport à leur situation qui est vraiment tellement pas enviable et vont décider donc de se rebeller contre leurs gardiens et de tenter de s'enfuir. Malheureusement, la plupart n'y parviennent pas. Il est dit que tous ont été rattrapés, mais ce n'est pas le cas. Il y en a un qui a réussi, vous vous en doutez. Ce rescapé va être le centre de notre histoire, le héros de l'histoire, et on va plus ou moins suivre son parcours pour tenter de survivre, d'échapper à cette situation et également pour parler de toute cette violence derrière les centres de détention pour mineurs à cette époque-là. Pour être honnête, c'est le tout premier livre de l'auteur que je lis et c'est une pure pépite. Enfin, j'ai vraiment été conquise du début à la fin. J'ai envie d'en découvrir davantage, tout simplement. L'histoire, le fait que ce soit vraiment inspiré de faits réels, je trouve ça terriblement glaçant et en même temps, c'est des vérités qui doivent être mises au jour, qui ont été tabous pendant très très longtemps. Et la façon dont l'auteur s'en est emparé ici en donnant la possibilité de parler entre guillemets à l'un des rescapés, c'est vraiment plus immersif, on est vraiment à fond dedans, on comprend mieux les mécanismes de la plupart des pensionnaires, en tout cas on comprend le fonctionnement de ces centres de détention, mais également les différentes personnalités qu'il pouvait y avoir, les différentes raisons d'incarcération qui parfois sont absolument absurdes. Moi je m'attendais vraiment à quelque chose de très linéaire, et bien en fait pas du tout.
De bout en bout, il y a pas mal de rebondissements, il y a de l'action. En fait, à partir du moment où on plante bien les personnages et où on nous plante cette évasion, et ben tout s'enchaîne très rapidement et en fait c'est un peu, on a l'impression de survivre en même temps que le narrateur, de survivre un peu au jour le jour, et on guette en même temps que lui les signes qui pourraient le menacer, qui pourraient le faire tomber tout simplement. On guette, on appréhende cette violence de la part des habitants de l'île, parfois même de touristes, parce que parfois c'était même des gens qui étaient que de passage, mais qui étaient juste animés par le plaisir de la chasse et le fait d'avoir une prime au bout du compte. On a des passages mais absolument merveilleux dans le sens où ils sont superbement écrits. C'est cinglant, c'est mettre le doigt là où il faut, c'est vraiment trouver les bons mots pour décrire toute cette violence, mais également pour décrire la force de certains des incarcérés. Enfin, c'est vraiment très très beau au niveau de certaines tournures de phrases. On sent que l'auteur a plusieurs livres à son actif et que voilà, il l'a vraiment entraîné en termes d'écriture. Pour ce qui est du personnage principal, j'ai eu un énorme coup de cœur. Alors, c'est un peu comme pour le livre de Peter Faris, Le Diable en personne. C'est qu'on va voir un personnage qui, en apparence, il est terriblement sombre, torturé. Et ben, il a toutes les raisons du monde d'être en colère en fait, mais il n'est pas très accessible au prime abord et en fait petit à petit ses barrières tombent. Il va faire des rencontres qui vont profondément le marquer, qui vont l'aider à forger une personnalité et en même temps les démons restent pas trop loin non plus. On sent toujours qu'il y a cette violence qui couve en lui, qui menace à tout moment de basculer, mais on le voit quand même évoluer et c'est super plaisant de voir comme ça cette perspective d'évolution, le fait qu'il mûrisse, qu'il comprenne mieux certaines choses, certains enjeux dans la société et tout ça avec une plume qui est très travaillé et qui pour autant reste hyper accessible. Comme je l'ai dit, c'est le premier livre de l'auteur que je lis et j'ai pas été, rebutée par certaines tournures. Je sentais le travail derrière, la recherche d'une bonne composition au niveau de la phrase, de la syntaxe de la phrase, et pour autant ça m'a pas rebutée ou je me suis pas sentie exclue par je ne sais quel élitisme ou quoi. Enfin, j'ai vraiment accédé directement à l'histoire et je trouvais ça hyper prenant comme roman. Donc honnêtement, je ne peux que vous le recommander. Pour l'instant, dans la rentrée littéraire, c'est mon gros coup de cœur. Donc si vous avez l'occasion, foncez. Alors le prochain roman, il sera pas facile non plus à vous présenter, puisqu'il s'agit de L'Engrange-Temps de Nell Pfeiffer. Je suis désolée, j'écorche encore les prénoms. Aux éditions Hachette. Pour ce qui est de l'histoire, on se retrouve au royaume de Graën et on va suivre Sophie de la Pointe, qui est une jeune femme plutôt particulière, c'est-à-dire qu'elle va gérer une échoppe comme son père avant elle, qui entretient un lien un peu particulier avec les horloges qui sont appelées les Oranimas, c'est-à-dire que ce sont des horloges en fait qui ont vraiment une pensée propre, qui peuvent dialoguer, mais qu'avec certaines personnes qui sont appelées les chronolangues de mémoire. Voilà, elles ont des sentiments propres, elles ont besoin d'être réparées, remontées, et ce sont des gens comme Sophie de la Pointe qui sont appelés pour faire ce travail. Sauf que parmi ces Oranimas, certains sont beaucoup plus dangereux que d'autres, qui sont remplis d'une magie qui n'est pas que donner vie à des objets, mais qui est au-delà de ça plus dangereuse dans le sens où on peut par exemple, juste comme ça, voyager dans le temps. Notamment. Donc vous dire les dérives qui sont possibles, je pense que je n'en ai pas besoin. Surtout que dans le cas de Sophie de la Pointe, en fait, elle va se retrouver un peu embarquée dans un voyage temporel pas trop souhaité qui va l'amener vers un complot qui pourrait tout renverser ou qui pourrait renverser en tout cas l'ordre des choses. Évidemment, notre jeune héroïne ne va pas laisser les choses se passer ainsi et elle va tout faire pour empêcher le coup d'état de se faire et tenter de comprendre également les enjeux derrière les Oranimas, leur histoire, etc. Alors il est plutôt lourd, alors je vais le reposer si ça ne vous dérange pas, parce que sinon j'aurai plus de bras d'ici la fin de la vidéo. Alors au niveau de l'histoire, je pense que vous vous en êtes rendu compte au niveau de mon résumé plutôt laborieux. C'est un récit qui est hyper original, plutôt innovant. Alors on sent, en tout cas moi à la lecture j'ai senti qu'il y avait de nombreuses inspirations comme Christelle Dabos notamment, avec la saga La Passe Miroir. Il y a, je sais pas, il y a une petite, une petite ambiance un peu similaire. Alors c'est pas du plagiat, loin de là. L'autrice elle s'éloigne vraiment de l'univers de Christelle Dabos, mais on sent voilà ce petit clin d'œil discret, subtil, avec cette ambiance, avec le fait que les objets aient une vie propre. L'héroïne au niveau du caractère est plutôt similaire également, bien que moins tête en l'air,
maladroite, mais j'ai trouvé ça sympa, voilà. Pour ce qui est des personnages, justement, je trouve que l'héroïne est très bien travaillée. Son passé est développé petit à petit, on en découvre davantage au fur et à mesure de la lecture, elle-même en découvre davantage d'ailleurs. Pour autant, même si on a des personnages secondaires, je trouve qu'ils sont un peu trop plats. En fait, par rapport à l'héroïne qui brille de farfouillage, elle, c'est un peu moins le cas. Alors je me dis c'est peut-être parce que c'est le tome 1 et qu'il faut planter non seulement l'héroïne, mais également la richesse de l'univers. Donc peut-être que, voilà, faute de temps ou quoi, ce sera développé dans le tome 2. En tout cas, c'est le genre de roman qui se dévore hyper rapidement. On est sur un schéma, voilà, qui n'est pas hyper innovant contrairement à l'intrigue, mais qui se dévore tout seul. Enfin, on est vraiment sur quelque chose de très classique au niveau de la construction narrative, bien que ça m'ait pas dérangé du tout. C'est pas une critique, c'est un fait, on est sur quelque chose de très classique. Mais l'autrice arrive, voilà, à en faire quelque chose, à le modeler pour que ça colle à son univers, que les éléments se goupillent progressivement et qu'on ait, voilà, quelques petits rebondissements sympas, des phases d'action un peu plus denses, un peu plus immersives pour le lecteur qui va vraiment plonger dedans et enchaîner en fait les pages, les chapitres sans trop s'en rendre compte. Je pense et j'espère que le tome 2 permettra de développer plus largement l'univers, parce que c'est vrai que le tome 1 prend le temps de développer surtout l'aspect magique, et c'est vrai que comme c'est creusé, comme c'est réfléchi, il faut prendre le temps de planter pour pas perdre les lecteurs en chemin. Mais c'est vrai que je me suis sentie un peu frustrée parce que tout ce qui est un peu géopolitique est survolé. On nous dit qu'il y a des tensions entre plusieurs royaumes, que historiquement, voilà, il s'est passé ça, mais on va pas plus loin. Après, je pense vraiment que dans le tome 2, ce sera corrigé, ou en tout cas plus développé. J'ai trouvé également qu'il y a certains points qui sont développés trop rapidement, contrairement à d'autres. C'est-à-dire que, pour illustrer la chose sans trop en dire, le père de Sophie n'a pas eu le temps de lui apprendre un don. Et en fait, à un moment du récit, elle va apprendre ce don, mais presque en 2 pages à peine. Et j'ai trouvé ça extrêmement court quand on sait qu'on nous le fait miroiter comme le pouvoir suprême, ou en tout cas le pouvoir le plus important pour des chronolangues, pour des horlogers comme un peu spéciaux comme Sophie. Donc j'ai trouvé ça un peu dommage, et en même temps, ça m'a pas empêché de continuer ma lecture et d'en profiter en fait. C'est des petits points comme ça qui, parce que je suis critique et parce que je cherche la petite bête, je l'ai vu, mais ça m'a pas dérangé dans ma lecture pour autant. D'ailleurs, c'est un point qui peut plaire à certains et certaines, mais le premier tome, en fait, vous pouvez vous contenter de celui-ci. Enfin, je veux dire, il y a un début, une fin. Vous n'êtes pas obligé de pousser plus loin si jamais l'envie n'est pas là. Et je trouve ça super, parce que, je veux dire, si on se lance sans trop savoir que c'est un tome 1, déjà, on n'a pas cette mauvaise surprise de mince, il me manque des éléments, il faut que je termine la saga. Et en plus de ça, je trouve pas que c'est quelque chose qui soit très récurrent dans la plupart des sagas. Généralement, les auteurs ou autrices s'arrangent pour que on soit poussé à lire le tome 2. Là, j'ai trouvé que la façon dont ça se terminait un peu en douceur permettait vraiment de soit se stopper, soit de se relancer en fait avec une autre dynamique dans le tome 2. Après, voilà, c'était une très bonne lecture de manière générale. Il y a des défauts, c'est un premier roman je crois de mémoire, donc ça s'explique. Il y a un tome 2 qui va très certainement permettre de corriger certaines choses, de développer d'autres points, donc moi je l'attends de pied ferme. Puis non, vraiment c'est super prometteur pour la suite, et je ne peux que vous le recommander et vous inviter à vous aventurer vers cet ouvrage. Pour le prochain livre, on s'attaque à de la new romance avec Hadès et Perséphone, le premier tome aux éditions Hugo Poche, enfin Hugo Roman, Hugo Poche. Pour ce qui est de l'histoire, on est ni plus ni moins que sur une réécriture du mythe de Perséphone et d'Hadès, un peu comme l'or Olympus. J'avoue que moi j'ai pas pu m'en empêcher tout le long de faire un comparatif entre ce livre là et l'or Olympus, malheureusement, ou heureusement, je sais pas. J'avais un peu l'impression de lire quelque chose de redondant, mais pour autant ça reste une bonne lecture et une bonne surprise dans le sens où j'avais entendu beaucoup d'échos comme quoi c'était vraiment très violent, très sombre, enfin voilà. Alors clairement c'est pas le genre de livre à mettre entre toutes les mains, et certainement pas des mains jeunes, très jeunes, mais c'est beaucoup moins problématique que ce à quoi je m'attendais, ce qui ne veut pas dire que ça ne l'est pas tout le temps. Mais du coup ça a été une bonne surprise à ce niveau là. Par rapport à l'histoire, je vais quand même développer un peu plus que ça, juste une réécriture. En fait on va suivre du coup Perséphone qui est une jeune femme, en tout cas elle se fait passer plutôt pour une jeune femme, elle cache sa nature de divinité, dans un monde où les divinités sont totalement tolérées, hein. Et en fait elle rêve d'être journaliste, et cette jeune Perséphone va un jour s'aventurer avec une amie dans un club très branché mais très sélect également, et faire la rencontre d'un homme plutôt mystérieux avec lequel elle va jouer aux cartes et parier. Malheureusement,
c'était Hadès. Et du coup, en fait, elle va se retrouver liée à lui par un pacte. Il lui dit, ben écoute, tu veux t'en sortir, eh bien tu n'as qu'à créer de la vie en enfer et bon courage. Et donc elle se retrouve à devoir tout faire pour tenter de créer effectivement de la vie, sauf que Perséphone, eh ben elle est pas comme sa mère. Elle a une noirceur qui est quand même présente en elle, qui ne demande qu'à grandir. Et elle a vraiment beaucoup de mal à faire pousser de la végétation, de la vie, de la nature. Évidemment, puisqu'on est sur de la new romance, vous vous en doutez, il y a une romance entre Hadès et Perséphone et de toute façon le mythe parle d'une romance, enfin, et encore, ça a été une bonne lecture, une bonne surprise, mais qu'après j'avais vraiment cette impression, je pouvais pas décrocher de l'or Olympus, en fait j'avais l'or Olympus en tête tout le temps, et je pense que j'ai perdu quelque chose en chemin du fait de cette connexion en fait au même mythe. Pour autant ça reste bien écrit, c'est sympa comme histoire, il n'y a pas de rebondissement particulier, mais franchement les pages s'enchaînent et je me lirai très certainement la suite. On a une fin qui est relativement sympa, où on voit vraiment que les personnages ont évolué, donc ça change un peu de ces romances où parfois ça prend trop de temps pour que les personnages soient attachants, pour qu'on ait envie de comprendre où est-ce que leurs pas vont les mener. Là on sent qu'il y a une évolution qui est possible et c'est très intriguant parce qu'on se demande où ça va nous mener. Non bref, une très bonne lecture qui m'a donné envie de lire la suite, donc ça fait son job, qui m'a détendu, qui m'a permis de changer de gros pavé, moins problématique que ce à quoi je m'attendais. Par contre quand même au niveau âge, c'est pas marqué, il devrait parfois le marquer. Mais moi j'aurais tendance à dire partir de 15 ans, vraiment. Et encore, 15 ans avec, comment dire, un discours moralisateur derrière, ou en tout cas un warning dessus pour expliquer que déjà il y a du contenu explicite, donc vraiment les enfants partez. Mais voilà, pas à mettre entre toutes les mains du fait de ce contenu explicite, du fait de trucs qui restent quand même problématiques. Mais moins que ce à quoi je m'attendais et que ce qu'on m'avait vendu au préalable. Mais bref, une très bonne lecture et je vous invite à la lire si vous avez l'âge requis. Et si le sujet de la mythologie, de romance vous intéresse. Et enfin, j'ai attaqué Ce royaume tissé de Tahereh Mafi aux éditions de Saxus. Très très chouette. Alors il faut que je me remette les noms des royaumes parce que ça fait beaucoup de royaumes que j'ai visités en très peu de temps. On est au royaume d'Ardunia. Dans ce royaume d'Ardunia, d'abord il faut planter un peu la chose, c'est que on a des espèces de djinns qui ont dû cohabiter plus ou moins de force avec les humains et en contrepartie de cette cohabitation pacifique entre guillemets, les djinns ont accepté de cacher leurs compétences supérieures aux humains, leur force, leur aptitude à guérir plus vite, etc. Ils ont dû refouler tout ça et la plupart des djinns se cachent. En tout cas, dans le cas de... En tout cas, pour Alizée, qui est une djinn, elle est au service d'une famille plutôt riche, plutôt noble, et en fait elle fait la servante. Parce que c'est un peu pour elle le seul moyen de mener profil bas, de demeurer cachée, parce qu'on comprend très rapidement qu'il y a pas mal de dangers qui la guettent et qui menacent sa vie. Sauf que son chemin va être amené à croiser celui du prince, qui s'appelle Kamran. C'est le prince héritier et lui semble, comment dire, pas trop décidé à vouloir prendre le trône. C'est son grand-père qui est au pouvoir. On sent qu'il a été terriblement marqué par les guerres parce que son père est mort sur le front et ça l'a terriblement marqué, et donc lui tout ce qui est affaires politiques, s'il peut s'en tenir loin, il le fait. Sauf que les dangers qui guettent Alizée vont avoir des répercussions sur Kamran. Les deux vont se croiser, vont être très intrigués l'un par l'autre parce qu'il y a une sorte de lien qu'ils ressentent entre eux, et puis tout va se précipiter et se casser la figure très très rapidement. Je pense pas pouvoir vous en dire davantage sans risquer de vous spoiler, et je ne le voudrais pas. Mais on a ici une saga qui est vraiment hyper intéressante, plutôt bien écrite, enfin moi je le dis tout net, je vais faire la suite. Parce qu'il y a du potentiel et parce que c'est innovant. C'est innovant parce que déjà les djinns ne sont pas des créatures qu'on va souvent retrouver dans la littérature young adulte, fantasy. Oh, fantasy peut-être un peu plus, mais young adulte pas tellement. On va avoir cet aspect magique, cet univers qui est quand même relativement riche en termes conflits, historiques, qui en tout cas moi m'attire énormément. C'est un peu long à démarrer quand même. Après ça prend le temps de planter personnages, univers, etc. Mais il faut attendre vraiment, 150 pages pour que les trucs s'enchaînent plus rapidement, qu'il y ait un bouleversement qui fasse que tout se précipite en fait. Et une fois que vous avez passé ce cap, eh bien tenez-vous bien parce que vous ne pouvez plus lâcher le livre. Personnellement j'avoue que j'ai vraiment enchaîné
le roman. J'ai vraiment fait traîner au début les 100 premières pages parce que je devais pas être dans un bon mood entre guillemets. Et une fois que j'ai passé ce cap, et ben ça s'est enchaîné tout seul et j'ai dû me le faire en une journée. Tellement c'était bien, tellement c'était intéressant à lire, tellement c'était rythmé au niveau de l'action. Les personnages ils sont sympas aussi, Alizée surtout, parce qu'elle est pas dans le cliché, elle comment dire, elle cherche vraiment à faire profil bas, enfin son but c'est pas d'attirer des ennuis et en même temps petit à petit elle se rend compte qu'elle a pas trop le choix, qu'il y a un destin plus grand qui l'attend et elle a pas d'autre choix que de s'y plier ou en tout cas de l'utiliser pour pouvoir s'en sortir. Cameron lui pour le coup il est un peu moins intéressant à suivre dans la mesure où je l'ai trouvé beaucoup plus sentimental, même trop parfois, enfin c'était un peu dommage. Après c'est pas plombant en fait dans la lecture, c'est pas quelque chose qui va vraiment ralentir ou apporter de la lourdeur. C'est vrai que c'est pas le personnage le plus intéressant à suivre, j'avoue. Il est mignon par moments, hein, mais au bout d'un moment on voudrait le voir se secouer un peu les puces quand même. Après ça change des représentations masculines qu'on peut nous offrir souvent dans le young adult ou fantasy, donc on prend quand même, de toute façon on n'a pas le choix. Ce qui est super chouette c'est que au niveau des mystères, on est tout le temps servi. Quand il y a un mystère qui s'éclaircit, il y en a un autre qui arrive. Quand on pense avoir une réponse, et en fait c'est pas celle qu'on croyait. Et en fait on est toujours un peu comme ça sur le qui-vive en tant que lecteur, on sait jamais trop à qui se fier, comment ça va se terminer et c'est super plaisant à lire. Je pense et j'espère que dans les prochains tomes, l'univers sera encore plus déployé parce que comme pour L'Engrange-Temps, en fait on nous parle de conflits et en même temps on les développe pas plus que ça. On prend le temps là ici de planter les personnages, la mythologie qui est librement inspiré de la mythologie perse d'ailleurs, et du coup ça prend de la place forcément dans ce pavé, en plus de l'action pour faire avancer l'intrigue. Donc j'ai senti un petit manque, une petite faiblesse de ce niveau là sans que ça me gêne outre mesure. Ça m'a d'ailleurs fait l'inverse puisque j'ai envie de lire la suite, donc c'est que voilà, il y a pas une frustration mais on a envie de comprendre davantage et tout ça pour aboutir sur une fin qui alors j'ai un peu l'impression que ça partait dans tous les sens. Alors c'est pas quelque chose qui me chagrine mais c'est vrai que je me suis sentie désemparée devant cette fin où ça partait c'était une explosion. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment le genre de livre où on sait pas trop comment on va être cuisiné en fait et non, c'était une très bonne surprise du début à la fin, même si cette fin est un peu what the fuck des fois. Ça n'a pas enlevé le plaisir que j'ai eu à la lire. Mais ouais, non, au final, c'était une lecture qui était très plaisante, qui change de ce qu'on peut retrouver, qui aborde des créatures, des mythologies pas forcément qu'on retrouve pas habituellement dans tout un pan de la littérature, donc non, super chouette à ce niveau-là, et il me tarde d'avoir le tome 2, je ne sais pas quand il sort. Sur ce, moi je dirais que ce point lecture est terminé. Alors ça fait quand même plusieurs livres super sympas pour ce mois de septembre qui en soi était un mois quand même plus calme que le mois d'août parce que le mois d'août j'ai quand même lu 24 livres avec le challenge Pas l'un des routes, donc là j'ai eu l'impression de lire carrément moins alors que c'est mon rythme habituel que je retrouve. Pour autant j'ai fait des très belles découvertes donc parmi celles que je vous ai présentées et j'espère évidemment que je vous ai donné envie d'en lire certaines parce qu'il y a des trucs vraiment très très chouettes. Là je pense notamment à As de pique. As de pique, je pense que c'est l'un de mes préférés de ce mois de septembre 2023 et si vous avez bien un livre parmi tous ceux-là en tout cas à lire, je vous le recommande 1000 fois parce que c'est bluffant du début à la fin et c'est vraiment très intelligent. La note de l'autrice, il faut que vous la lisiez vraiment avant de vous lancer. Non vraiment, du début à la fin c'était très chouette et je pense que c'est mon livre préféré de ce mois de septembre. Donc j'espère que je vous ai donné envie de les lire, d'en lire un au moins. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!